En juin 2023, au Brestcamp à Rennes, on a annoncé le lancement du World Jurassic B2C Experience. Alors pour les rares présents qui ne sont pas au courant, je vous fais un petit rappel de ce principe, de ce projet. Hop. Donc nous allons ouvrir des Jurassic Park prochainement. Et notre approche, c'est une approche disruptive, c'est-à-dire que nous allons apprendre des erreurs du passé et nous allons miser sur de la tech de pointe pour gérer notre système d'information et éviter toute problématique avec la gestion des portes. Donc là, moi, dans cette conférence, je vais vous faire le point après 1 an d'existence de ce projet et vous présenter un peu les problématiques qu'on a rencontrées. Je m'appelle Thomas Piscitelli, je suis CTO du projet et accessoirement, je suis aussi architecte et tech lead chez Lixi. Lixi, on est une ESN, on est basé à Rennes, je suis rennais, et à Nantes. Alors avant de vous présenter le système d'information, il faut que je vous présente un tout petit peu l'organisation. Alors, on a dépensé sans compter depuis 1 an et on a investi dans des paléontologues qui travaillent pour nous et qui forment la paléoteam et qui définissent la liste des dinosaures à avoir dans le parc. Ça dépend de la typologie, du climat, etc. On a également monté une équipe en laboratoire de scientifiques qui créent les dinosaures qui sont ciblés par la paléoteam, donc il y a un lien. Et puis au-dessus, il y a le management dont je fais partie. Moi, je suis CTO, donc je fais partie du management. Et notre objectif, c'est de suivre l'avancement et puis d'impulser les orientations du projet. Donc ça, c'est pour vous donner un peu de contexte. Maintenant, je vais présenter le système d'information. Le SI ressemble beaucoup à notre organisation et c'est volontaire. On a créé 3 microservices. Un premier microservice qui s'appelle DinoRepo API, qui expose et persiste les dinosaures à avoir dans le parc. Donc ça, c'est pour les paléontologues. DinoLabo, qui expose et persiste les dinosaures en cours de production. Et donc, ils ont besoin d'avoir accès à la liste des dinosaures qu'ils doivent produire. Et au-dessus, on a une gateway qui consolide et expose des KPI. Pour les managers, bien sûr, on a des KPI. Donc, tous ces microservices, ils sont faits en Spring Boot. Donc, pour la suite de la conférence, je vais me baser sur Spring Boot pour mes réflexions. Je vous laisse le soin d'adapter. Si vous faites plutôt du Node, du Nest, du Quarkus, du .NET, voilà, je vous fais confiance là-dessus. Il me fallait un support pour étayer mes réflexions. Donc les 2 microservices en bas, là, ils ont une base Postgre, et on est plutôt sur de l'architecture entière, on est quand même assez proche du CRUD, on ne s'est pas embêté à complexifier l'archi. Par contre, au-dessus, la gateway, à savoir, là, c'est de l'archi exa, parce que c'est là qu'on a le cœur de notre métier, c'est là qu'on a vraiment l'algorithmie de pointe. Je ne peux pas trop vous en donner, pas trop d'infos, parce que c'est un peu stratégique pour nous. Je peux juste vous dire que quand on onboard les gens sur ce projet, on leur demande d'être calés sur tout ce qui est addition et division. Alors on est très content de ce SI, ça correspond complètement à notre besoin, mais moi, CTO, il y a un truc qui me gêne, c'est qu'en fait, dans ces 3 microservices, j'ai du code commun, c'est-à-dire que j'ai du code qui est dupliqué dans les 3 microservices. J'ai du code qui gère la sécurité des microservices, c'est le même. J'ai du code aussi, on expose des Swagger, et les 3 microservices, ils tirent la même dépendance et ils ont la même conf associée à cette dépendance. Et puis aussi, il y a une petite symbolique là que j'ai mis avec des petites flèches. On a aussi un mécanisme qui va nous récupérer automatiquement quand on reçoit des requêtes HTTP. Dans le header, le nom du parc, parce qu'on a plusieurs parcs en prévision. On a le nom du parc, on le met ça dans un bin de session, et comme ça, on peut accéder à l'information n'importe où dans notre code. On n'a pas besoin de faire transparaître cette information dans toute la stack. Si vous faites des applications multi-tenants, par exemple, vous pouvez faire un tenant à la place d'un parc, ça marche très bien aussi. Donc ça, c'est du code commun, et moi, développeur, moi, CTO, ça me gêne. Est-ce qu'à main levée, il y en a d'autres qui n'aiment pas avoir du code commun qui est dupliqué dans plein de microservices? Ouais, on est sur une grosse majorité. Et c'est normal. On a très vite cette intuition que le code commun, le code dupliqué, on n'en veut pas dans notre système d'information. Et l'avantage de les regrouper dans des commons, d'un point de vue des développeurs et des développeuses, c'est que ça nous fait un seul endroit justement pour avoir ce code et pour le maintenir. Et puis c'est un vrai gain de temps de dev. Si je fais un nouveau microservice, j'ai juste à consommer mes commons et je récupère toutes les caractéristiques techniques de mes commons directement dans mon microservice. Donc toute ma sécu, je peux la récupérer, toute ma configuration de Swagger, tout est clé en main. D'un point de vue archi, en plus, on est tranquille, on homogénise notre SI. On n'a pas un petit canard boiteux, un petit microservice, on se dit, mais qui c'est qui a implémenté? Pourquoi on a implémenté ça comme ça? Ça n'a rien à voir avec la suite. Ce qu'on a fait dans tout le SI, c'est bizarre. Et puis aussi, on a une garantie d'appliquer des bonnes pratiques techniques, de corriger les failles de sécu. Si on a corrigé la faille de sécu, on fixe le common, on le redéploie et on est tranquille. Donc ça, là, vous allez me dire,
Ouais, c'est assez basique ce que tu dis. Et je suis d'accord, c'est des pratiques, on a cette intuition-là directement, et c'est assez évident. Alors, maintenant qu'on sait qu'on veut faire des commons, la question c'est comment on le fait. La première approche un peu naïve, c'est de se dire, bah, je prends mon code, je le duplique, je le mets dans une librairie que je vais consommer, puis je suis tranquille, ça marche. Alors, on n'a pas fait ça pour deux raisons. La première raison, c'est que notre code commun, il est fortement couplé, bon là, en l'occurrence à Spring Boot, parce que c'est de la tuyauterie liée à Spring Boot. Donc, et mes microservices et mon code commun, ils sont couplés à une version de Spring Boot. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont tous un lien, ils héritent tous du Spring Boot Starter Parent qui tire la version de Spring Boot qui correspond. Ce qui veut dire que quand je consomme mes commons, il faut que je m'assure que mon common que je consomme correspond à la version de Spring Boot de celle que j'utilise. Si mon microservice est en Spring Boot 3.5, je ne veux pas utiliser un common en version 2.8. Je risque d'avoir des problèmes. Donc là, c'est vraiment le danger. Le deuxième argument, c'est que nativement, si je fais ça, les bins de configurer ma configuration, mes bins de configurer dans mon Dino Common, ils ne sont pas injectés automatiquement dans mon contexte Spring au démarrage. Pour faire ça, on va avoir recours au component scan, on va lui dire, voilà, tu prends tous ces packages-là, et là, ceux-là, il faut que tu les injectes directement. Et ça fonctionne. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais fortement, mais très fortement complexifier le slice testing qui est offert par Spring Boot. Les fameuses WebMVC test, DataJPA test, qui sont un vrai bonheur pour nous en expérience de dev et de testing dans Spring Boot. Et ça, on ne veut pas faire une croix dessus. Donc ça, c'est les deux arguments qui font qu'on se dit, ça ne me plaît pas, ce fonctionnement-là. Pour identifier comment on a voulu le faire, et donc ma préco, c'est de regarder un peu sous le capot de Spring et de regarder comment ça fonctionne. Donc on a notre microservice, il hérite de Spring Boot Starter Parent, donc il tire sa version de Spring Boot avec. Et Spring Boot Starter Parent a comme parent un Spring Boot Dependencies qui me liste toutes les versions qui sont compatibles avec ma version de Spring Boot. Je garde ça en tête. Alors mon microservice, il va tirer des dépendances, ça c'est les siennes, mais il va aussi tirer des starters. Et c'est ces starters-là qui vont nous permettre de récupérer des caractéristiques techniques offertes par Spring Boot. Si je veux faire de la sécu, je tire le Spring Boot Starter Sécurité et je dispose de ces choses-là, de tout ce qu'il m'offre. Et ces starters, ils héritent de Spring Boot Starter. Donc on s'est basé là-dessus pour se dire, OK, on va se faire nos starters à nous, nos starters Dino, notre couche à nous, et c'est comme ça qu'on va on va le structurer. Donc on repart du Spring Boot Starter parent, on fait notre pomme parent, nous, bon, je fais du Maven, notre pomme parent qui hérite directement de notre version starter. On se fait un petit projet en dessous, des Dino Spring Boot Dependencies, on va tirer nos dépendances et les versions qui vont avec, à l'image de ce qu'ils font dans Spring Boot. Et puis après, on fait notre Dino Spring Boot Starter parent qui sera le parent de tous mes microservices. Comme ça, by design, je sais que je vais consommer forcément la même version que celle de Spring Boot que ma version de mes starters. Je n'ai pas de découplage. Et puis après, on fait un Dino Starter qui va lister tous nos starters. Et maintenant, mes microservices, au lieu de consommer le starter Spring Boot Starter Web, ils vont consommer le Dino Starter REST API dans lequel j'ai mis du code commun. Et puis pour la sécu, la même chose. Donc ça, c'est d'un point de vue archi de mon projet. Et ça, on en est très content. Alors par contre, ça résout le premier problème, mais pas le deuxième. Et alors là, l'idée que je veux vous donner un petit peu derrière ça, c'est de se dire qu'on va encore devoir relever un peu le capot de Spring Boot, et on va devoir faire des choses un peu plus inhabituelles que ce qu'on fait d'habitude quand on fait du développement Spring Boot dans les microservices. Et c'est aussi une opportunité pour monter en compétence là-dessus. Et on va se retrouver à faire, par exemple, alors je vais prendre que deux exemples parce que j'ai un temps imparti. Au lieu de faire de la configuration, on va faire des classes d'autoconfiguration. Et les classes d'autoconfiguration, elles vont nous éviter d'avoir justement recours au component scan. C'est exactement ce que font les starters Spring Boot dans leur fonctionnement. Donc du coup, on va pouvoir déclarer nos bins. Et la bonne pratique, c'est d'utiliser un conditional on missing bin qui va nous permettre de surcharger éventuellement ces bins dans nos microservices si on veut faire des choses en plus que ce que font les starters. Et puis par contre, en autoconfiguration, on doit définir clairement la liste des fichiers des autoconfigurations qui sont dans notre starter dans un fichier autoconfiguration.import. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on n'a pas tout à fait l'habitude de faire. Un autre exemple, on peut se retrouver à vouloir utiliser des hooks dans le bin lifecycle de Spring. Là, moi, si je prends un exemple, je voulais, moi, qu'il y ait un fichier Dino REST API qui est dans mon starter.
je voulais qu'automatiquement, quand on consomme mon starter, la RFC Problem Detail soit activée, et puis les threads virtuels aussi, parce que ce n'est pas le cas par défaut, et moi je sais que je vais avoir de la charge, et si je demande d'ouvrir une porte, je veux qu'elle s'ouvre, je ne veux pas qu'elle mette du temps. Donc je veux activer tout ça. Donc j'ai juste à implémenter l'environnement post-processeur qui est juste un hook dans le bin lifecycle. Je récupère la liste de toutes mes clés valeurs et je les injecte dans mon environnement. Voilà, c'est deux petits exemples de choses qu'on peut avoir. Et donc il faut avoir en tête quand on fait du starter Spring Boot, il y a des petites subtilités dont on n'a pas l'habitude de faire et qu'il faut découvrir comme ça. Si vous voulez plus loin, à la fin de la conf, je vous partage le code de notre common. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, je vous conseille la conférence de Alexandre Baron et Maxime Audier, qui ont fait une conférence justement sur construire son framework d'entreprise au-dessus de Spring Boot. Ils présentent ce que je viens de dire à peu près, mais en allant plus loin. Je n'ai aucun rapport avec ces gens qui sont très sympathiques au demeurant, qui sont rennes. Mais voilà, je vous conseille la conf, elle est bien. Alors, ça c'est pour la partie implémentation. Maintenant, mes précaux que je vous donne un peu de ce que j'ai pu vivre, parce que j'ai travaillé dans des systèmes où il y avait beaucoup de microservices, et je travaillais sur les commons. Au niveau du testing, alors, tester c'est important, mais alors là, d'autant plus sur vos starters. C'est la documentation vivante de votre code. Vos starters, ils sont faits par des devs, pour vos devs. Donc, quand on est développeur, il n'y a rien de mieux que d'avoir les tests qui explicitent comment on utilise le code. Votre code est forcément un code hyper structurant dans votre SI. Si vous avez des régressions sur les codes communs, vous aurez des régressions dans tout le SI. Donc là, avoir des tests, c'est hyper important pour la qualité de vos livraisons. Ma préco, c'est d'essayer de faire une application de test par type existant sur le SI. C'est-à-dire si vous avez une application qui consomme ces deux starters-là avec une utilisation un peu différente de ce que vous avez habituellement dans le SI, faites une application de test qui explicite ça. Et puis, naturellement, on caractérise tous les comportements techniques. Donc ça, c'est pour le testing. Pour la documentation, moi, ce que je conseille, c'est les tests, si ce n'était pas assez clair avant. Et puis, en plus de ça, encore une fois, c'est pour des développeurs. On sait comment on est, développeurs, quand on nous dit qu'il y a un wiki qu'il faudrait maintenir ou il y a une doc sur le Confluence, là, que ça serait bien d'aller la lire, on n'y va pas. Hein. Donc, on met tout ça dans le README, directement dans le repo. À maintenir, c'est plus simple, on est plus enclin à le faire, et à lire également. Pour le versionning, assez simple, on essaie de suivre le versionning de Spring Boot. Si votre starter, il est pour le Spring Boot 3.5, appelez votre starter en 3.5x, au moins c'est clair. Là, je vous ai partagé le diagramme des différentes versions de Spring Boot, avec surtout les supports d'entreprise, les supports ESC, supports entreprise, supports, qui sont courts. Hein. Ça, c'est juste pour mettre en avant que vos starters, il va falloir les maintenir, et il va falloir les maintenir régulièrement. Et il va falloir prévoir du temps. Quand on se lance dans des chantiers comme ça, il faut prévoir du temps, il faut allouer du temps. Et potentiellement, ça dépend de la taille de votre organisation, mais pourquoi pas mettre en place une équipe socle qui est en charge de faire ça. Et sur l'équipe socle, c'est une bonne opportunité de faire monter des juniors pour les faire monter en compétences encore plus sur Spring Boot, et les encadrer, bien sûr. Mais de cette contrainte, on peut en faire une opportunité. Donc voilà, nous, on a fait nos starters, on est super contents. Moi, le CTO, j'étais ravi, on a bien travaillé. Et on s'est dit, on va les lancer et on va en faire un kick-off. On a fait un gros kick-off pour présenter ça dans toute la boîte. Et on a dit common sur les commons. On était très fiers. Alors, la dernière animation de Jim Carrey, c'était pour vous représenter la tête des autres développeurs quand on leur a dit qu'on allait mettre des commons dans notre SI. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont, moi j'ai déjà vécu ça, qui sont arrivés sur un projet, qui ont ouvert un projet, qui se sont dit « Oh la vache !» Ils regardent les dépendances et disent « Merde, il y a des commons dedans. Je tire du common fait par la boîte. » C'est moins que tout à l'heure, mais il y en a quand même. Et c'est marrant parce qu'en fait, tout à l'heure, on s'est dit faut mutualiser notre code, c'est sûr. Et pourtant, c'est bizarre, quand on arrive sur un projet, on a mutualisé le code, et on se dit merde, j'ai pas du tout envie d'hériter de ce code mutualisé qui est fait par la boîte, qui est fait maison. Et comment ça se fait? Parce qu'il y a quand même des inconvénients. Il y a une perte en maîtrise et en compréhension des développeurs, développeuses. Quand vous arrivez sur un projet, vous êtes expérimenté, vous arrivez, vous lancez votre projet Spring Boot, vous dites c'est bizarre, il y a des trucs qui sont faits, c'est pas natif Spring Boot. Et inversement, quand il y a des juniors qui arrivent sur un projet,
Ils font du Spring Boot, ils disent ça c'est natif Spring Boot, c'est les comportements classiques que j'ai. Mais non, pas du tout en fait. Il y a une boîte noire un peu au-dessus, et avec des comportements techniques qui sont hérités directement de notre SI et qui sont que dans notre contexte. Il y a aussi, je ne l'ai pas mis, mais il y a aussi un petit côté égo de se dire, moi je pense que ce qu'ils ont fait, c'est pas terrible quand même, ça fait chier d'hériter d'un truc et d'être tributaire des choix que d'autres ont fait pour moi, développeur. Hein. Mais ça, on se le dit entre nous, on ne l'ébruitera pas. Il y a un vrai risque de frein sur la mise à jour du socle technique. Alors déjà, avoir des versions Spring Boot à jour, avoir de la dette technique, ne pas avoir de dette technique, c'est pas toujours évident. Allouer du temps pour faire monter en version tous les Spring Boot de tout le SI au fil de l'eau, c'est très frustrant. C'est pas facile à faire. Et alors, si en plus, le prérequis pour faire ça, c'est de mettre à jour vos starters à vous, pour pouvoir après mettre à jour le SI, ça peut être un vrai frein. Et donc, si vous allouez pas du temps, donc ça, tout ce que j'ai mis là, toutes mes précos que j'ai données avant, elles sont pour essayer de minorer ces risques-là, ces inconvénients. Mais il y a un vrai frein là-dessus. Moi, j'ai des clients sur lesquels ils sont en Spring Boot 2.8 depuis 3 ans, enfin depuis la sortie, et en fait, ils sont bloqués dessus, ils n'arrivent pas à allouer du temps, le SI est trop gros, ils n'arrivent pas à allouer du temps pour mettre à jour leur common, et après, pour mettre à jour tout le SI, il y a une gestion de risque, et puis comme toutes ces mises à jour de dette technique, plus on attend, plus le gap il est gros, et moins on le fait. Donc ça, c'est un vrai risque. L'autre risque aussi, c'est d'avoir un common champion. C'est la personne qui était là au début, qui a mis en place les commons. En fait, au final, c'est lui qui les gère bon an, mal an. Il y a plein de choix. Souvent, c'est typiquement le genre de sujet où il y a « ouais, mais c'est historique ». Et il n'y a que lui qui le sait pourquoi exactement on a fait ça, sauf si on a bien tout testé et tout bien caractérisé. Et pour une raison XY, il y a un moment il n'est plus là, en fait on ne sait plus trop comment le mettre à jour complètement, pourquoi ces choix ont été faits, et on n'ose pas trop. Et aussi parce que la charge mentale de l'équipe SOC qui gère ça, elle n'est pas évidente. Elle est beaucoup plus forte que quand vous faites juste un développement de votre microservice. Parce qu'en fait, tous vos impacts, vous vous dites, est-ce que là, je ne suis pas en train d'impacter quelque chose qui est utilisé dans tout mon SI? Peut-être qu'il y a peut-être un microservice qui avait besoin de ça si je l'impacte, mais en fait, il ne va plus builder ou ils vont devoir rechanger complètement leur manière de faire. Encore une fois, avoir tous les tests avant, comme je l'avais précisé, ça peut minorer ça, le risque. À l'heure du dev avec de l'IA et de faire du vibe coding, l'IA, elle ne connaît pas nos starters, hein, globalement. Elle ne s'est pas entraînée dessus. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, je rajoute dans mon IDE le starter, éventuellement, pour qu'il puisse le voir, mais le l'IA, il va peut-être potentiellement commencer à vouloir modifier le code du common, alors que non, moi je suis en train d'essayer de développer mon microservice, je veux juste que tu utilises le common. Donc ça complexifie un petit peu. Et le dernier point, c'est si vous voulez faire mettre en place Spring Native et GraalVM, si vous voulez du coup le faire sur certains microservices qui utilisent vos commons, vous allez devoir rendre toute votre couche de commons compatible, et ça, c'est pas un cadeau. Je ne vais pas aller plus loin dessus, je vous conseille la conférence, le retour d'expérience de Mathieu Durand, qu'il a fait à Ouest France. Alors là, c'est un collègue, donc là, je le connais. Et la conf est super, sur Spring Native et le GraalVM. Voilà, si vous voulez creuser un peu le sujet. Alors maintenant, des petites perspectives d'évolution. Là, nous, actuellement, on a 2 starters, ça va. On va peut-être commencer à faire de la MQP, donc on va probablement faire un starter à MQP. On va probablement faire d'autres choses. Donc, de toute façon, notre SI va augmenter. Donc, la taille de nos commons va augmenter. Le volume de code mutualisé va augmenter. Donc, le coût de maintenance va augmenter. Ça, c'est certain. Du coup, on va augmenter le nombre de versions de starter. À chaque fois que je vais vouloir mettre à jour un de mes starters, du coup, si je mets à jour mon starter REST API, j'aurai une nouvelle version de starter API qui va sortir, mais du coup, là, tel que dans notre organisation, on aura aussi une nouvelle version de notre starter AMQP, CQ, alors qu'ils n'ont pas modifié, ils n'ont pas été impactés. Alors, ma préco assez classique, c'est d'utiliser des outils de mise à jour de dépendance, type Dependabot, pour fluidifier ces mises à jour-là. Et à un moment, on va peut-être vouloir quand même découpler les versions, c'est-à-dire ça m'embête quand je commit une version, un fixe sur mon starter REST API. Je n'ai pas envie d'avoir une version de Spring CQ qui se génère automatiquement. Donc il y aura peut-être un peu de tuyauterie pour affiner un peu ces éléments-là, ces gestions de version. Alors l'idée de ce slide, c'est qu'il ne faut pas minimiser notre capacité à imaginer des mutualisations de code qui partent souvent de bonnes intentions. Je vous en donne deux exemples, mais vraiment, selon tous vos contextes, on peut en imaginer plein. Moi, je travaillais pour un client sur lequel on avait des microservices en centaines, et on avait plusieurs gateways, plusieurs orchestrateurs.
Et du coup, on s'est rendu compte que toutes les gateways elles consommaient les commons de la même façon, elles les configuraient de la même façon. Donc on s'est dit, attends, on va faire un common de gateway qui mutualise la composition de nos commons. Et on a fait la même chose pour les orchestrateurs. Du coup, on s'est retrouvé à faire des commons de commons. Et donc, quand on fait du common de common, quand on met à jour les commons racines, du coup, après, il faut mettre à jour les commons de common pour pouvoir après mettre à jour les microservices qui utilisent ces commons de common. Et en fait, on se complexifie, on se retrouve, on ne se rend pas compte à se complexifier nos mises à jour. C'est pas la mer à boire, mais au quotidien, ça peut être un peu énervant à gérer. On va aussi voir normaliser ou mutualiser des utilisations de librairies externes. Je prends un exemple, si on fait du PDF, on génère d'un PDF, en fait, on a toujours le même template, on va toujours mettre le même header, on va en faire une librairie. Et au final, les développeurs, quand ils arrivent, en fait, ils développent en utilisant le common, ils n'utilisent plus du tout l'API de la librairie externe, ils utilisent directement notre common. Du coup, ils ont une perte de sens sur ce qu'ils font. Ils montent en compétence sur une librairie qui est que notre librairie interne, donc c'est moins intéressant pour eux. Et puis souvent, dès qu'on a des évolutions, la première chose qu'on fait, c'est qu'on doit aller mettre à jour le common et on ne peut pas le développer directement dans le microservice. Bref, voilà, c'est deux petits exemples, mais vraiment, on peut imaginer plein de cas. Jusque-là, je ne vous parle que de tuyauterie technique, de la Sécu, de la MQP, REST API. On va peut-être vouloir mutualiser aussi notre code métier. C'est peut-être qu'à un moment, on a un code métier qui a de la valeur et qu'on veut pouvoir appeler des algorithmes qu'on veut pouvoir appeler dans des microservices différents. Et donc on se dit, on va les mutualiser dans une librairie commune. Alors ma grosse préco, c'est de ne pas de faire de couplage entre vos socles techniques et votre libre métier. Alors l'idéal pour ça, c'est l'EXA. Du coup, vous faites votre algo dans votre langage pur, en Java, Kotlin, TypeScript, ce que vous voulez. Et du coup, derrière, vous n'avez qu'une seule branche pour votre libre métier. Vous n'êtes plus tributaire de votre socle technique. Si vous mettez à jour votre socle technique, vous n'impactez pas votre code métier. Donc ça, c'est plutôt très sécurisant parce que c'est là qu'il y a de la complexité dans votre SI. Et du coup, on a juste une seule branche à gérer. On n'a pas des branches différentes. La question après, c'est où est-ce que je réalise mon couplage entre cette libre métier et puis mon socle technique. Alors, dans le cas de l'EXA, c'est où est-ce que du coup j'implémente mes ports et mes adapteurs. Là, ça dépend. Si c'est peu complexe, vraiment, ne mutualisez pas. Vous réimplémentez ça dans tous les microservices qui l'utilisent, ça suffit. Si vraiment l'implémentation de vos ports elle est vraiment complexe, on peut imaginer le mutualiser dans un starter dédié. Ce qu'il y a derrière tout ça, le message que je veux vous faire passer, c'est qu'on a bien l'intuition tout de suite du coût du code dupliqué dans nos systèmes d'information. On a moins l'intuition du coût que ça peut engendrer du code mutualisé, ce que j'ai un peu essayé de présenter avec les inconvénients. Et du coup, l'idée, c'est où est-ce qu'on met le curseur selon notre organisation, sur notre capacité à gérer un peu aussi les commons. Le curseur, il faut essayer de le mettre au bon endroit en sachant que, alors c'est ce que j'ai essayé de symboliser avec les petites flèches, intellectuellement, c'est très valorisant de mutualiser du code. Par contre, intellectuellement, c'est beaucoup plus difficile de prendre du code mutualisé et le redupliquer dans plein d'autres endroits. Ça, on a plus de mal à le faire. Donc notre curseur, on est enclin à le passer de gauche à droite, mais dans l'autre sens, on a plus de mal. Donc le curseur, le mieux, c'est de le monter doucement, tranquillement, et de voir un peu où ça nous mène. Alors, du coup, fort de ces réflexions-là, nous, on s'est dit, on ne va pas mutualiser notre code, c'est pas grave. Je regarde juste où j'en suis. Ça va, il y aura même peut-être temps d'avoir des questions. On se retrouve avec les 3 difficultés que j'ai un peu listées au début. C'est-à-dire qu'il faut maintenir le code commun dupliqué. Je viens de pousser des commits sur mon code dans mon microservice. Va falloir que j'aille le refaire dans les autres microservices. Donc ça c'est un peu casse-pied, c'est un peu du temps perdu. Faut avoir une vision du code commun dupliqué aussi. Se dire où est-ce que dans mon SI, ce code-là, où est-ce qu'il est dupliqué, et que je n'oublie pas un endroit. Et puis, faut garantir la mise en place des bonnes pratiques. Si j'ai une faille de sécu, j'aimerais bien qu'elle soit fixée partout. Donc voilà, on se retrouve dans les freins du code dupliqué. Et alors pour la suite de cette conférence, je vous propose de réfléchir s'il n'y apparaît pas une solution pour automatiser un peu ce travail, là, ces tâches-là, qui sont des tâches qui sont quand même à assez faible valeur ajoutée. Et s'il n'y aurait pas un peu de magie qui pourrait nous faire ça pour nous. Et pour illustrer ça, je propose de réfléchir autour d'un petit POC de propagation automatique des commits. Donc, en tant que développeur, développeuse, j'ai réalisé des commits
qui impacte du code dupliqué sur un des repos du SI. Bon, là, notre exemple va prendre Dino Labo. Je viens de faire 3 commits. Et je souhaite pouvoir propager automatiquement ces commits sur les autres repos du SI. Donc, je prends 3 commits. Là, nous, on a un nouveau CSO qui est arrivé, donc on avait un peu de conf à rajouter dans la sécu. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi il manquait une assertion dans un de nos tests, donc on l'a rajouté. Donc, deuxième commit. Et puis le troisième commit, ça c'est plus lié à une bonne nouvelle commerciale, c'est qu'on a un nouvel île qui a accepté d'ouvrir un parc. Du coup, faut l'ajouter dans notre enum qui gère la liste de tous nos parcs qu'on est capable de gérer. Donc là, on a trois commits qu'on a fait sur un repo et on aimerait automatiquement le propager. En gros, en pseudo-algorithme, c'est que j'ai une première étape où je vais récupérer des infos, donc les commits, la liste des commits et la liste des diffs qui ont été faits sur mon repo. Et puis, je récupère aussi les infos du repo cible, celui que je vise. J'itère sur les commits, j'adapte la diff du commit au repo cible, et puis après, je l'applique, je pousse la branche et je crée la merge request. Alors, en termes d'interaction, moi je travaille sur GitLab. Du coup, il faut un accès à GitLab, il faut un petit client Git pour pouvoir nous permettre de faire les actions. Et puis la magie, elle est là en fait. C'est que même si c'est du code dupliqué et qui est très proche, il y a des petites subtilités différentes. Les packages ne vont pas forcément être la même, l'endroit où on a mis les fichiers ne sont pas toujours les mêmes. Et donc ça, faut pouvoir l'adapter. Et donc là, c'est là où on va essayer de mettre de la magie. Il y a quelques semaines de ça, la démo que je voulais vous faire, c'était sur une appli Spring Boot avec Launching4j, parce que oui, la magie dont je parle, c'est l'IA. Et du coup, j'avais développé tout le code en bleu, là, qui est lié du coup à l'implémentation des connexions au GitLab, de Git, faire des diffs. J'avais fait un RAG, et j'avais indexé tous mes fichiers, et puis je faisais une requête pour pouvoir lui demander d'adapter la diff du commit au repo possible. Je récupérais une diff, et je le poussais, et je la jouais directement. Et ça fonctionne. Sauf que ça, c'était il y a quelques semaines, et en IA, quelques semaines, en fait, c'est old school. Donc, ce n'est pas ça que je vais vous montrer. Ce que je vais vous montrer, c'est lié à un MCP qui est sorti. Ah, si je laisse ça, ça ne va pas. Excusez-moi. Donc, MCP, je ne sais pas si tout le monde connaît. MCP, c'est Model Context Protocol. C'est que globalement, c'est un protocole qui est sorti qui permet de faciliter l'intégration de nos LLM avec des outils directement, facilement. Et donc du coup, moi, je vais prendre 3 MCP qui existent, le MCP de GitLab, le MCP de Git, et puis un MCP qui me permet de récupérer automatiquement, d'indexer facilement et de lui permettre de parcourir mon file system. On reste avec un peu le même pseudo-algorithme, sauf que du coup, ce pseudo-algorithme, c'est un prompt. Et du coup, le meilleur code étant celui qui n'existe pas, j'ai plus de code. Le prompt, comme je sais que c'est une tâche qui va revenir souvent, le prompt, je l'ai mis dans une tâche technique. Je ne vais pas le détailler, mais globalement, elle liste un peu, c'est un prompt qui liste exactement le pseudo-algo, et qui prend juste trois éléments d'entrée, le repo source, repo target, et puis le nombre de commits que je veux rejouer. Et c'est tout. Alors pour le test, je vais faire ça avec Visual Studio Code, qui n'est pas du tout mon idée préférée, mais sur lequel il y a Roux, une extension, étonnant, sur code. Et du coup, j'ai branché mes 3 MCP ici. L'avantage de Roux, c'est que je peux me connecter directement, j'ai un compte copilote, et du coup, j'ai accès de cette façon à mes LLM. Donc je fais le test avec Claude 4. Et j'ai déjà fait des essais au-dessus, donc vous les voyez. Hop. Et donc le tâche, en gros, je lui dis, tu vas m'exécuter le prompt qui est décrit dans ma tâche, la tâche 1 sur mon repo. Bon sang, tais-toi. Je vais reprendre mon copier-coller parce que j'arrive pas à le copier-coller. Merci. Hop. Donc le repo que j'ai impacté, c'est le Dino Labo, et le repo target, c'est Dino Repo, et je veux faire 3 commits. Et je lance. Et là, je suis un peu joueur, parce que autant ma démo d'avant, elle s'exécutait très vite et c'était prédictible. Là, ça l'est un peu moins. Donc, on va voir où ça nous mène. Donc là, déjà, il part, il va regarder, il se connecte du coup à
à GitLab. Je ne sais pas si vous voyez, ça va, ouais, il se passe plein de trucs. Et là, pour l'instant, je ne vais pas faire grand-chose. Donc, il va récupérer la tâche, il va récupérer le prompt qui est dans la tâche. Hop. Après, il récupère les infos sur les repos, il tourne tout seul, il est content. Comme je le disais, ce n'est pas du tout prédictible. C'est selon les exécutions. Alors, j'ai testé avec Gemini, avec Claude 4. Selon les exécutions, ils ne font pas les mêmes choses. Même un même LLM d'une exécution à une autre ne fait pas toujours la même chose. Hop, il me crée la branche que je lui ai demandé. Et des ordres différents, et des fois il se plante sur des trucs, il revient en arrière. Hop. Donc là, il a identifié les 3 commits qui m'intéressent et qui va rejouer. Et à chaque fois qu'il démarre un commit, je lui ai demandé, tu me demandes explicitement si on peut bien lancer ce traitement. Donc là, je lui ai dit, oui, vas-y, tu peux traiter le commit. Donc il va traiter le premier commit. Alors, une des vraies difficultés, c'est que c'est un peu volontaire. Les packages ne sont pas les mêmes, l'organisation n'est pas tout à fait la même. Donc, du coup, le fichier qui doit impacter, il n'est pas au même endroit. Et c'est souvent là-dessus qu'il peut un peu beurrer au début. Il ne le trouve pas tout le temps directement et il peut mettre un peu de temps à chercher les fichiers. Donc là, il tourne tout seul. Donc, et c'est pareil, là, il va travailler sur un répertoire en local qu'il a récupéré. Il en a récupéré 2, mais des fois, il ne le fait pas comme ça. Des fois, il n'en récupère qu'un seul et il travaille juste pour récupérer les différences directement avec le MCP GitLab. C'est pas prédictible, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc là, on voit qu'en bas, il lance les tâches dans mon script, dans mon terminal. Et donc là, il a fait le git diff. Donc on voit la première diff qui s'affiche. Et là, il est en train de chercher le fichier correspondant, le fichier commun dupliqué, correspondant pour l'impacter. Donc là, il a trouvé le fichier à impacter. Tac. Et donc là, on va le voir faire. Là, ça y est, il vient d'impacter mon fichier. Il a ajouté mon commit. Pardon. Hop. Il pousse le commit et il attaque le commit numéro 2. Alors ça va être un peu redondant là-dessus parce que les 2 commits, mais c'était pour illustrer qu'en fait, ils peuvent traiter plusieurs commits différents. Alors il me demande quand même d'un point de vue... je lui laisse quand même beaucoup la main sur plein de choses, là. Et il me demande quand même, il y a quand même quelques actions où il me demande explicitement s'il a bien le droit de le faire, toutes les actions Git notamment, les actions de création de fichiers, s'il doit créer des fichiers. Donc là, il va m'impacter le deuxième, il va rejouer le deuxième commit en rajoutant l'assertion qui manquait. Merci. Et après, il attaque le troisième. Ça prend plus de temps à s'exécuter, forcément, que le code que j'avais implémenté moi-même. Par contre, ça m'a pris infiniment moins de temps à l'implémenter, parce que j'ai rien implémenté là. J'ai juste passé un peu de temps pour travailler le prompt de base. Donc, dernier commit. Vas-y, vas-y. Et je pense qu'on peut... J'ai encore un peu de temps pour laisser. Après, derrière, il pousse la branche et il crée la merge request. Donc, il nous ajoute notre dernier parc. Il commit. Il va me créer ma branche. Il va pousser la branche. Et il va me créer la merge request. Normalement. Normalement. Bon, je ne sais pas où il en est. 35 minutes, je vais avancer. Juste, du coup, on se retrouve à voir
pour info, je les ai déjà joués, celui-là il date d'hier, je l'ai rejoué hier. Donc il y en a un que j'ai fait avec Gemini 2.5, c'est avec Claude 4. Donc j'ai mes merge requests qui sont là, il m'a créé les branches qui vont bien, et ça correspond exactement, il y a juste mes 3 commits qui ont été rejoués. Donc ça fonctionne. Donc ça marche avec, comme je disais, avec Gemini 2.5 et Claude 4. Ce que je disais, le comportement est peu prédictible d'une exécution à l'autre, des fois il fait les choses différemment. Alors, le cas de test est basique, c'est des commits assez basiques, mais globalement, l'idée, c'est d'impacter du code commun qui est dupliqué, donc on peut quand même se dire que globalement, ça va fonctionner. Alors vous vous doutez bien que là, ce que j'ai fait avec mon IDE et puis qui est branché, on peut carrément automatiser ça maintenant. Il y a des agents IA qu'on peut développer, et on peut très bien créer un agent IA qui va écouter du coup, nos différents outils qui sont sur notre SI, réagir à des triggers, un commit sur un repo, regarder si ça correspond du code commun dupliqué, et faire automatiquement ce genre d'action. Le petit point quand même de vigilance avec MCP, c'est Stéphane Janssen qui a dit ça dans sa conférence, très bonne conférence au Devoxx cette année. Dans MCP, le S de MCP, c'est pour sécurité. Il y a eu un exemple là, dernièrement, il y a le MCP GitHub, il y a eu une faille qui est arrivée. Il y a un MCP, c'était un GitHub qui était public où on pouvait créer des tickets. Il y a quelqu'un qui a créé un ticket, qui a mis, comme je l'ai fait, qui a mis un prompt. Et du coup, il a vu arriver une belle merge request avec dedans du code privé qui a leaké, des secrets qui ont leaké. Et je ne sais pas comment il a eu ça, mais il y a aussi des salaires de développeurs qui sont sortis dans la merge request. Donc, on leur laisse beaucoup de... Voilà, il faut être un peu vigilant là-dessus. Et je sais qu'ils sont en train de travailler sur une deuxième version du protocole pour gérer un peu de sécu. En conclusion, donc, ce que je voulais faire passer comme info, comme message, c'est qu'on a très vite une très bonne idée du coût du code dupliqué et moins du code quand on le mutualise. Donc il ne faut pas sous-estimer le coût des commons et il faut placer le curseur au bon endroit selon votre organisation, selon votre capacité à gérer le coût des commons. Parce que ça peut vite devenir un vrai fil à la patte, un vrai frein, alors que c'est quand même fait c'est censé être créé pour nous simplifier la vie. Alors, le but de cette conf, c'est pas de promouvoir l'IA à mort. Il y a plein de débats autour de ça, à raison des freins économiques, écologiques, de dépendance avec les grandes tech américaines. Aussi, notre code, on n'a pas spécialement envie de l'envoyer directement à toutes ces boîtes-là. Je ne sais pas si vous avez vu qu'OpenAI est en train de négocier pour se battre en justice pour avoir le droit, en fait, finalement, tout l'historique de tous les prompts qu'ils ont eu depuis l'histoire, en fait, de les garder et d'en être les propriétaires. Donc, voilà, c'est un nouvel outil qui est à notre disposition. Peut-être qu'il y a des compromis à faire. On aura peut-être bientôt des machines plus puissantes qui vont pouvoir faire tourner des modèles publics plus légers. On commence à parler de SLM au lieu de LLM pour gérer notre code. Peut-être que aussi dans votre boîte, il y a peut-être les moyens d'investir sur des LLM qui vont tourner dans votre SI. Nous, on a des clients qui font ça. Voilà, mais du coup, ça peut être un outil qui peut nous aider au moins à changer notre manière dont on gère l'ensemble du code qu'on a dans notre système d'information. Alors les plus... je trouve plus le mot. Ceux qui ont été le plus vigilants d'entre vous ont vu que j'ai parlé de départ en 2023. Je parlais de 2024. La vidéo de début, elle parle de 2024 parce qu'en fait, je vous parle là où on était il y a un an. Et on est en 2025, donc il y a eu du chemin qui a été parcouru. Et la question, c'est est-ce qu'on a utilisé des commons? Non, on n'a pas utilisé de commons. Et non seulement on n'a pas utilisé de commons, mais en plus, on est revenu en arrière, on a viré nos microservices, on est revenu à un gros monolithe, mais un monolithe modulite. Et ça sera je fais une conférence là-dessus dans 15 jours à Rennes, au Brestcamp, sur Spring Modulite. Avec un peu de chance, je viendrai vous la faire l'année prochaine. Il y a le feedback qui est dispo. Si vous pouvez me faire des retours, je suis toujours preneur. C'est que la deuxième fois que je joue cette conférence, donc ça m'intéresse s'il y a des retours. Et je vous ai partagé le code. Donc là, vous avez le code des 3 microservices et le code des
des commons, des starters, et aussi le code du RAG, si vous voulez jeter un œil quand même sur la première version que j'avais fait en RAG. En vrai, la première version, je l'avais fait avec des tools, puis je l'ai fait avec un RAG, et maintenant de CoSAMCP. Et je ne sais pas s'il a fini. Voilà, au fait, pour info, il a fini, il a lancé le traitement. Et il m'a fait un beau résumé de ce qu'il a fait.